Et si ailleurs, une entreprise chinoise nous donnait une bonne leçon de management? Jérôme Delacroix et Youssouf Chotia ont publié fin 2023 un livre intitulé Et si on copiait les entreprises chinoises? Un titre volontairement provocateur et assumé par les auteurs. Quoi qu'il en soit, à en juger par leur succès, il y a peut-être, toute considération idéologique mise à part, car nous ne faisons pas de politique sur Visionary Marketing, de bonnes idées à prendre dans ces entreprises chinoises et ailleurs en particulier. Le sous-titre de ce livre, Le modèle ailleurs, Principe d'organisation pour le XXIe siècle, un ouvrage fouillé et référencé écrit par deux experts. Pour en savoir plus sur ce livre et sur les méthodes de management de l'entreprise chinoise, j'ai posé mes questions à Jérôme. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, ailleurs, quand le management chinois s'est éveillé. Et tout cela, bien entendu, sans considération politique, surtout le jour de la visite de Xi Jinping en France. Ailleurs n'est pas forcément une marque très connue chez nous, et pourtant c'est le numéro 1 mondial de l'électroménager depuis 14 ans sans discontinuer. Pourquoi le nom Ailleurs ? Pour sa consonance allemande. Dans les années 80-90, quand elle a commencé à se moderniser, la société a choisi un modèle, celui de la fameuse Deutsche Qualität, de l'excellence allemande. Et le PDG de l'entreprise s'est rendu en Allemagne pour différents voyages d'études. C'est ce qui l'a poussé à choisir un nom à la sonorité germanique. Je vous laisse en compagnie de Jérôme Delacroix pour cette interview. Eh bien, je suis en direct avec Jérôme Delacroix. Bonjour Jérôme. Et nous allons parler de ton nouveau livre qui s'appelle « Et si on copiait les entreprises chinoises ?» Et il a un sous-titre, si j'ai bien compris. Absolument. Le sous-titre, c'est « Le modèle ailleurs, principe d'organisation au XXIe siècle ». D'ailleurs, on avait organisé il y a quelque temps un webinaire sur ce sujet avec ton co-auteur qui s'appelle Youssouf Chotia. Absolument. Et je m'étais même fondu d'un article sur un excellent blog qui s'appelle visionarymarketing.com. Et ben voilà. Et voilà un excellent blog qu'on recommande à tout le monde. Le livre est sorti, donc il est disponible au format Kindle et au format papier sur Amazon. Sur Amazon, et vous l'avez autoproduit, si j'ai bien compris. Exactement, on a tout fait avec nos petites mains. Parfait. Et il n'a pas été fait avec une IA générative. Ça, tu nous confirmes. Alors, il n'est pas garanti 100% humain parce que j'ai utilisé l'IA à certains moments pour de la relecture ou pour utiliser une reformulation. Voilà. Je suis assez ouvert vis-à-vis de ces technologies, mais c'est pas l'IA qui a pondu le livre, je te rassure. Ouais. D'accord. Donc ça c'est autorisé. D'ailleurs, on le fait beaucoup. C'est à ça qui servent d'ailleurs ces outils, la relecture, la reformulation, la correction grammaticale, tout ça, c'est entièrement autorisé. Ce que nous n'autorisons pas, ce sont les textes qui sont directement produits par des IA génératives sans souvent avoir été relus. Donc là, c'est pas le cas, c'est bien un livre d'auteur, c'est juste quelque chose que je voulais vérifier. Juste une chose également, ici, on ne parle pas de politique, donc pour ceux qui chercheraient la polémique, ils sont les bienvenus, mais ils peuvent passer leur chemin puisqu'on nous parleront que de management, nous ne parlerons pas de politique et nous ne parlerons pas nous parlerons que de stratégie d'entreprise. Alors, justement, revenons peut-être sur cette histoire de la stratégie de Ailleurs. D'ailleurs, déjà, il y a peut-être beaucoup de gens qui ne savent pas qui est Ailleurs. Oui. Est-ce que tu peux nous rappeler tout ça ? Alors, Ailleurs, c'est une marque qui n'est pas forcément très très connue chez nous, et pourtant, c'est le numéro 1 mondial de l'électroménager depuis 14 ans, sans discontinuer. Voilà. Donc, c'est effectivement une marque qui n'est pas forcément très très connue chez nous. Alors, pourquoi le nom Ailleurs ? Tout simplement parce que ça fait un peu allemand. Et la société, dans les années 80-90, quand elle a commencé à se moderniser, elle a choisi un modèle, donc la fameuse Deutsche Qualität, l'excellence allemande. Et donc, le PDG de l'entreprise s'est rendu en Allemagne pour faire différents voyages d'études. Et donc, il a choisi un nom à la sonorité allemande. Mais sinon, parce que ça s'écrit H-A-I-E-R. Voilà. Et non pas ailleurs, comme nulle part ailleurs. Non, mais on rêve tous un peu d'ailleurs. D'accord.
Et alors donc, ce modèle managérial, il est intéressant. Il est inspiré d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, d'une entreprise américaine. Alors, ce qui est intéressant, en fait, chez cette société chinoise, c'est sa capacité à se réinventer en permanence depuis 40 ans. Et c'est probablement la clé de son succès. Alors, effectivement, l'histoire commence en 1984 à Qingdao, qui est une ville portuaire à l'est de la Chine. C'est là qu'on fait la bière, c'est ça? Exactement. La bière, d'ailleurs, qui a été amenée par les Allemands. On les retrouve encore. Oui, c'est Löwenbräu, d'ailleurs, qui brassait ça au début. Et donc, on a un monsieur qui s'appelle Monsieur Zhang, comme beaucoup de Chinois, qui reprend une usine complètement décrépite, la Qingdao Refrigerator Company, comme on l'a appelée en anglais. Et il faut voir qu'à cette époque, on est à la période de l'ouverture de la Chine, hein, sous Deng Xiaoping, donc une période de réforme. Et donc, ce jeune patron entreprend de redresser la société. Et effectivement, il s'est inspiré au départ de théories américaines, et en particulier de Peter Drucker, et de l'accent mis sur la qualité et sur le fait qu'une société doit être au service de ses clients. Ce qui, à l'époque, en Chine, était tout sauf évident. Oui. Donc, c'est pas évident non plus en Europe, d'ailleurs. En France, on n'a pas toujours compris ça. Hein. Et donc, pendant 10 ou 15 ans, il a commencé par appliquer des recettes qui avaient fait leurs preuves ailleurs, autour de la qualité totale, de la mise en place de processus, de tableaux de bord, enfin des choses assez classiques, histoire en fait de remettre la société un petit peu sur les rails. Et ça a plutôt bien fonctionné, puisque Haider est devenu le leader sur son marché domestique. Et ça va nous amener à 1999, avec l'adhésion de la Chine à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui signe en fait l'ouverture vraiment de la Chine, cette fois-ci, à la compétition internationale, avec deux choses: la possibilité pour des sociétés occidentales de venir en Chine, et aussi la possibilité pour des sociétés chinoises de partir à l'exportation. Et là, en fait, Monsieur Zhang se rend compte que son modèle ne va pas lui permettre de passer à l'échelle. Il a réussi à remettre un petit peu de rationalité dans ses processus. Ça fonctionne en Chine, mais il est convaincu que les concurrents étrangers vont lui tailler des croupières et qu'à fortiori, il n'arrivera pas à pouvoir conquérir des parts de marché à l'étranger. Et donc, au tournant du 21e siècle, il se dit qu'il doit réinventer son modèle. Et c'est comme ça que petit à petit, il va inventer son propre modèle en apportant justement tout l'apport de la culture chinoise. D'accord. Et donc, ce monsieur Zhang, il est encore là aujourd'hui? Non, il a passé la main il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2-3 ans. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est un gourou du management en Chine. Il donne des conférences. Mais alors, peut-être que ce qui serait intéressant, c'est de voir ce qui est original dans ce modèle, parce que jusqu'à présent, on a vu qu'il s'est inspiré de ce qui se faisait en Occident. Mais alors, qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau? Alors, en fait, ce qu'il a apporté de nouveau, c'est la volonté de donner énormément d'autonomie aux salariés. Alors, ça peut être un mot qu'on entend beaucoup chez nous aussi, l'empowerment, intéresser les gens à ce qu'ils font, etc. Sauf que lui, dans sa société, il l'a fait vraiment de manière radicale. D'abord en la décomposant en ce qu'on a appelé des micro-unités autonomes. C'est-à-dire que chaque entreprise pouvait en fait se gérer un petit peu elle-même à l'intérieur d'un cadre, quand même, un cadre hiérarchique. Mais à partir des années 2005 et plus encore 2012, il allait encore beaucoup plus loin en divisant carrément sa société en micro-entreprises totalement autonomes. Et quand on parle d'autonomie, ça veut dire qu'elles ont leur propre compte de résultats, un propre management, la possibilité d'embaucher, de débaucher, de fixer des salaires, de décider sur quel marché elles vont aller. Et donc, il a transformé une société de 50 000 personnes en un vivier de 4 000 de mémoire micro-entreprises qui font en moyenne 20 salariés, complètement autonomes, avec une place de marché interne, une contractualisation entre ces micro-entreprises, une mise en concurrence interne, et ça a remarquablement bien marché, puisque, comme je te disais, ça a permis à la société de devenir leader mondial de l'électroménager. Oui, j'ai travaillé dans ce secteur en 1984 d'ailleurs. J'ai commencé en 85 et effectivement, il n'y avait
aucun Chinois à l'époque, puisque c'était le tout début de la société ailleurs. Et puis aujourd'hui, on voit toutes les sociétés européennes ont été soit rachetées, soit ont disparu. Et ailleurs est devenu numéro 1. Alors, ce qui est assez amusant dans ce que tu nous racontes, c'est finalement, Monsieur Zhang, il a fait exactement l'inverse de ce que tout le monde dit. Il a siloté complètement son entreprise d'une certaine manière. Il a créé plein de silos à l'intérieur de son entreprise. Comment ça peut marcher, ça? Alors, je ne sais pas si ce sont réellement des silos, parce que moi, quand j'entends silo, en fait, j'entends cloisonnement et j'entends entreprise juxtaposée qui ne se parlent pas et qui ne communiquent pas. Alors que là, en fait, les micro-entreprises sont en osmose, communiquent les unes avec les autres. Et il a mis au point ce qu'il a appelé des plateformes. Donc, c'est une entreprise, c'est un pionnier de la plateformisation. Donc, en fait, des places de marché internes sur lesquelles chaque micro-entreprise vient proposer ses services aux autres micro-entreprises du groupe et aussi à l'extérieur. Donc, en mettant de manière transparente les prix, l'offre, les conditions contractuelles. Donc, en fait, voilà, tout est assez bien visible. Et donc, c'est plutôt une jungle qu'un ensemble de silos. D'accord. Bon, si on veut, c'est pas forcément mieux, une jungle. Parce que c'est une image que prend lui-même Zhang. Il parle de forêt vierge pour décrire son entreprise. Bon, on remarque qu'il y a pas mal d'animaux qui vivent bien dans la forêt vierge. Et comment on peut faire parler entre elles 4000 micro-entreprises? Paraît quand même un challenge, ça. Oui. Alors, c'est en grande partie grâce à cette solution de plateforme que je te décris. Donc, en fait, les plateformes, en fait, c'est ce qui a remplacé les fonctions support ou le middle management. Donc, là où autrefois, il y avait un département logistique, il a créé une plateforme qui s'appelle RSS Logistique, qui est en fait une place de marché. Il a fait la même chose dans le domaine de l'approvisionnement en créant une plateforme qui s'appelle Cosmoplat. Donc en fait, c'est une véritable... C'est la loi de l'offre et de la demande, avec des outils informatiques qui permettent effectivement de choisir sur catalogue, de faire des appels d'offres. Voilà. Exactement comme on pourrait le faire sur Alibaba, par exemple. Ouais. C'est intéressant ce modèle. Alors, finalement, bon, dans cette jungle, il y a une forte autonomisation des parties, qui sont des petites micro-entreprises de 20 personnes environ. Je suppose aussi que va avec une forte culture du résultat et de la performance. Exactement, tout à fait. Donc en fait, les salaires sont indexés sur la performance, donc la performance de la micro-entreprise et aussi la performance individuelle, selon des critères qui sont transparents. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et en fait, ce qu'on pourrait peut-être appeler un culte de la performance, ça va assez loin dans le sens où ils ont mis en place le paradigme du poisson-chat. C'est une jolie image que je vais t'expliquer maintenant. Donc, en fait, chaque micro-entreprise est gérée par un leader. Voilà. Donc, le leader, c'est celui qui a réussi à porter un projet et à convaincre le top management, parce qu'il y en a quand même, qu'il était capable d'adresser un marché, de créer une équipe autour de lui, etc. Donc, c'est un salarié qui arrive à faire ça, obtient un budget, peut créer sa micro-entreprise et ensuite recruter dans un vivier de talent sa petite équipe. Donc là, on a le leader que je viens de te présenter. Et le poisson-chat, c'est une autre personne, un numéro 2, on va dire, qui est connu de tous et dont on sait à l'avance qu'il prendra la place du leader si le leader n'atteint pas ses objectifs. Ah oui, il a la pression, là, le coco. Hein. Faut pas qu'il mette le pied en touche. Voilà. Donc, alors, c'est intéressant ce modèle parce que finalement, c'est un modèle basé sur la performance, sur l'autonomie, sur aussi la jungle. Là, au moins, je dirais, le modèle est clair. Hein, il est affiché d'avance. Et si je me souviens bien de ton titre, c'est « Et si on copiait les entreprises chinoises ?» Je suppose que le « on », il s'adresse à nos braves Gaulois, je suppose. Oui. Hein. Alors, voilà. C'est évidemment un clin d'œil,
puisque on avait coutume jadis de dire que la Chine n'inventait rien et se contentait de copier. Exactement comme ce qu'on a dit dans le passé à propos des Taïwanais, et exactement la même chose qu'on a dit pour les Japonais quelques années Les précédentes. Japonais, oui, bien sûr. Donc c'est un clin d'œil, donc c'est la volonté de provoquer en nous interpellant. Peut-être qu'il y a des choses à récupérer dans ce modèle, même si on ne le copie pas à l'identique. Oui, parce que si je puis me permettre, la jungle, le poisson-chat, le poisson-chat qui ressemble fort à une planche à secousse pour le numéro 1 qui est le leader, mais s'il ne réussit pas ses objectifs, il passe à la barre fixe. L'autonomie du personnel, pas forcément non plus toujours dans la logique en France. Et puis, je dirais la logique de la performance et la mesure de la performance en permanence, pas tellement non plus dans la culture. Comment on fait passer ça chez les Gaulois? C'est pas forcément évident, mais ce modèle n'est pas forcément aussi éloigné d'une autre que ce qu'on pourrait penser à première vue. Prenons l'exemple du poisson-chat, par exemple. Tout le monde sait que dans les grandes entreprises françaises ou occidentales, les poissons-chats sont là. Sauf qu'ils ne sont pas nommément désignés. Ils agissent dans l'ombre. Mais les poissons-chats, les savonnages de planches, ça existe aussi. Donc la seule différence avec cette façon de fonctionner, c'est que les choses sont officialisées. Elles sont mises sur la table. Ouais, c'est ça. C'est une sorte d'institutionnalisation de la jungle et du principe l'homme est un loup pour l'homme. Il n'y a pas de loup dans la jungle, mais enfin, on se comprend. Oui. Ce qui n'est pas forcément exclusif d'une certaine forme de coopération. Mais alors, pour répondre à ta question, c'est évidemment compliqué à adapter tel quel dans le système français. D'ailleurs, probablement que le droit du travail tel qu'il existe aujourd'hui n'y serait pas adapté. Mais cependant, certaines entreprises commencent déjà à faire des expérimentations qui vont pas forcément aussi loin, mais en laissant gérer des comptes de résultats virtuels ou en apportant une grande part aux variables dans la rémunération. Donc voilà, c'est plutôt, me semble-t-il, une inspiration, un sujet de curiosité que nous proposons à nos lecteurs pour voir si effectivement, même dans notre village gaulois, certaines pratiques ne pourraient pas peut-être être intéressantes. Oui. Ok. Et tu as des exemples précis à nous donner sur ces tentatives d'adoption du modèle J'ai un exemple qui me vient en tête, qui est Fujitsu Siemens, qui n'est pas forcément une entreprise française à la base, tu me diras, mais qui au moins exerce en Europe et notamment en Europe du Sud. Et donc, cette société s'est inspirée du modèle Haier, qui s'appelle le Zhendan Hui, pour ne pas le nommer, pour sa branche des métiers nouveaux. Donc en fait, c'est une société qui propose beaucoup d'activités d'externalisation, de conseils informatiques, et qui a lancé une nouvelle branche d'activité dans le domaine de l'Internet des objets ou du cloud. Et pour cette nouvelle branche, justement, ils ont fait le choix d'adopter ce modèle fortement entrepreneurial. C'est peut-être plus facile d'ailleurs pour une spin-off, pour une nouvelle branche, quand on aborde un nouveau secteur, que pour une entreprise qui a déjà pignon sur rue. Ok. Bon, eh bien, il ne reste plus qu'à voir comment évoluent ces modèles d'organisation. Et puis, peut-être on fera un point pour la deuxième sortie du livre, quand tu le mettras à jour, pour voir comment on l'aura adapté et si, effectivement, on a copié les entreprises chinoises. Merci Jérôme. Avec grand plaisir. À bientôt Yann. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.